Merci d'avoir bravé la Tramontane pour venir découvrir un milieu autrement plus extrême, à savoir les sources hydrothermales. C'est la plongée que nous offre ce soir Stéphane Ourdez. Alors Stéphane est arrivé très récemment à l'Observatoire de Banyuls, et c'est en l'occurrence au mois d'octobre. Et c'est pour cela que nous lui avons proposé, et il a accepté d'ailleurs très spontanément, de nous présenter ses activités de recherche, puisque donc Stéphane arrive de la station biologique de Roscoff, qui est l'analogue de l'Observatoire océanologique de Banyuls. Sorbonne Université compte 3 stations marines, celle de Villefranche-sur-Mer, près de Nice, celle de Roscoff, donc la station biologique de Roscoff, d'où arrive Stéphane, et celle de Banyuls-sur-Mer. Donc c'est donc une translation de l'une des sœurs de Banyuls qui a été opérée récemment. Stéphane est chercheur au CNRS et titulaire d'un doctorat en océanographie biologique délivré par l'université Pierre et Marie Curie, donc l'ancienne Sorbonne actuelle. Et Stéphane s'est spécialisé dans la compréhension, l'adaptation des organismes à des milieux extrêmes, comme les sources hydrothermales dont il nous parlera ce soir, ou encore les milieux polaires. Et Stéphane, on arrive à obtenir ta présence in extremis, puisque tu pars dans quelques jours pour une campagne dont tu es le chef de mission, qui va viser à caractériser la faune des sources hydrothermales dans une grande zone du Pacifique Ouest. Tu nous en parleras dans un instant, donc je te laisse la parole. Merci Hélène. Bonsoir à tous. Donc voilà, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Stéphane Ourdez. J'ai un parcours qui a commencé sur les sources hydrothermales et les milieux extrêmes de façon générale. Et assez récemment, je me suis mis au milieu polaire. Mais vraiment, le tout début, pour moi, c'était les sources hydrothermales. Donc je vais vous parler de cet environnement très particulier ce soir. Je vais commencer par un historique un petit peu de l'océanographie qui nous a amenés au milieu profond et au niveau des sources hydrothermales. Donc on va commencer par ça, puis après je parle vraiment de la spécificité des sources hydrothermales et de l'environnement qu'elles représentent. Pendant très longtemps, en fait, le milieu profond était plutôt inaccessible. Les pêches étaient tout le temps en milieu peu profond, donc les organismes qu'on remontait venaient de ces environnements-là, et ça avait laissé beaucoup de place à l'imagination, voire au fantasme, quant aux êtres qui pouvaient abriter les grandes profondeurs. Alors on savait qu'il y avait les grandes profondeurs, mais on n'en savait pas grand-chose en fait à l'époque. Et puis, au XIXe siècle, un des grands fondateurs de l'océanographie était M. Forbes, qui a commencé à étudier le milieu profond, et en particulier autour des îles britanniques. Et en 1841, il y a eu une expédition qu'il a faite en mer Égée. Cette expédition, il a fait des chalutages à différentes profondeurs, et il s'est aperçu que plus il allait profond, moins il y avait de quantité d'organismes qui pouvaient remonter pour un même effort d'échantillonnage. La perception de l'époque, c'était aussi que c'était un milieu qui était bien sûr obscur, froid, où la pression était élevée. Et l'idée générale, c'était qu'il y avait vraiment peu de chances qu'il y ait quelque chose qui y vive. Et donc, ces observations qu'il avait faites en mer Égée lui avaient fait dire, bon, très probablement, il y a très peu de faune en dessous, et à tel point qu'il a émis ce qu'on appelle la théorie azoïque du milieu profond, c'est-à-dire privé de vie. Bon, en tout cas, d'animaux en l'occurrence. Et donc, il avait prédit qu'en dessous de 600 mètres de profondeur, il ne devait plus rien rester. Donc ça, c'est en regardant les résultats de l'expédition qui avait été faite en mer Égée. En fait, cette théorie, c'est celle qui a prévalu une bonne partie du XIXe siècle, et ce, en dépit d'autres résultats qui avaient été obtenus, notamment, ils avaient remonté des câbles, alors à l'époque, c'était pas Internet, mais c'était le télégraphe, et ces câbles avaient des organismes qui étaient fixés dessus, même quand ils venaient de profondeur bien plus élevée que 600 mètres. En dépit de ça, la plupart des gens étaient convaincus que le milieu profond était azoïque, la théorie qu'avait mise en place Forbes. Les choses ont beaucoup changé, en particulier dû aux grandes circumnavigations du navire le Challenger qu'on voit ici. Et la personne qui menait ces expéditions, c'était Sir Charles Thomson, qui était professeur d'histoire naturelle à Edinburgh et qui a vraiment lancé
des grandes navigations avec des prises de mesures de profondeur, des échantillonnages d'animaux dans plein de régions du monde. Et il a ramené tous ces résultats-là et ça a eu des conséquences très importantes sur notre compréhension du milieu profond de façon générale. Alors la première de ces conséquences, c'est, on s'en doutait absolument pas, le milieu profond n'est pas plat. Voilà. Il y a des montagnes, il y a des monts sous-marins, il y a des plaines sous-marines, et c'est beaucoup plus varié que ce que les gens pensaient à l'époque. Donc on a ici par exemple une carte qui avait été établie au niveau des Açores, et puis ils avaient mesuré la profondeur. Alors de ce temps-là, c'était très difficile de faire ces mesures, donc on ne les faisait pas non plus tous les 10 mètres. Mais il avait bien noté qu'il y avait des grandes différences de profondeur selon l'endroit où on était. Il y a des montagnes, il y a des vallées. En plus de ces résultats-là, il est tout de suite évident qu'il n'y a pas de zone azoïque. Donc la théorie de Forbes n'est pas valide. Il se trouve qu'en fait, la mer Égée est un endroit très particulier et qu'en mer Égée, en effet, quand on descend dans les grandes profondeurs, on a une diminution très rapide de la faune qu'on peut récolter. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde et on a une faune relativement abondante, mais surtout très diversifiée. Avec ces observations-là, il y a un autre chercheur anglais qui a émis une hypothèse en 1880 et qui a dit que, en fait, les organismes qui vivent dans ces grandes profondeurs-là, étant dans l'obscurité, ne vivent que grâce à ce qui tombe de la surface. Donc ça va être des micro-algues, ça va être des organismes qui tombent de la surface, et que bien sûr, plus on s'éloigne de la surface, moins on aura de nourriture qui arrive, et donc moins on trouvera d'organismes, mais il y en aura toujours, quelle que soit la profondeur où on va. Alors, en surface, il se passe quelque chose, un phénomène dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui s'appelle la photosynthèse. C'est simplement l'activité des plantes et des algues sur notre planète. Et ces plantes et ces algues, tout comme vous et moi, elles respirent, elles font ça de jour et de nuit. Donc on consomme de l'oxygène, on relargue du CO2. Mais de jour, ces organismes sont capables d'utiliser l'énergie de la lumière pour cette fois-ci fixer du CO2, donc elles prennent le CO2, elles vont fabriquer avec ça des sucres, des glucides, et relarguer l'oxygène que nous, à notre tour, on pourra respirer. Donc ça, c'est classique. Voilà, sur Terre, c'est beaucoup les plantes qui font ça. Il y a des micro-algues, parfois sur Terre aussi, mais en milieu marin, il n'y a que les micro-algues. Et puis, bien sûr, on a toute la chaîne alimentaire qui se met en place, avec des consommateurs de ces plantes et des consommateurs, par exemple nous, en l'occurrence. En milieu marin, pour ça, il y a quelques ingrédients qui sont essentiels pour faire cette photosynthèse. Et ces ingrédients, c'est la lumière, du CO2. Il n'y en a pas beaucoup dans l'atmosphère, mais c'est ce qui est nécessaire et suffisant. Et de l'eau. Tout ça va très bien. En milieu marin, les ingrédients restent les mêmes, bien sûr. C'est la photosynthèse, on ne change absolument pas ça. Alors on est en milieu marin, donc de l'eau, ce qu'il faut. Du CO2, il y en a aussi. La lumière, il y en a, mais surtout au niveau de la surface. Et donc, cette lumière solaire, elle est absorbée par l'eau et les particules qu'elle contient dans la couche superficielle. Au mieux, on obtient environ 200 mètres de pénétration de cette énergie solaire. Il y a des endroits où on a beaucoup moins, quand c'est chargé en particules notamment. Et donc, ce petit schéma que je vous ai fait est un petit peu trompeur, dans le sens où j'ai mis un fond à l'océan qui est ici. Mais en réalité, c'est le phytoplancton qui s'occupe de ça, donc il y a des micro-algues dans la colonne d'eau. Mais en réalité, la zone de pénétration du Soleil, ça représente à peu près ça, pour l'endroit le plus profond des océans dans le monde, à 11 000 mètres. Donc on a vraiment de la photosynthèse que sur une toute petite couche superficielle des océans. Et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a créé cette matière organique, que les micro-algues ont créé ces matières organiques, elles peuvent être consommées par des organismes du plancton, par des poissons, etc. Et à leur mort, ces organismes, ces poissons vont sédimenter et former ce qu'on appelle de la neige marine. Alors c'est ce qu'on voit ici sur cette photo, tous les petits points blancs, ça ressemble beaucoup à de la neige. Et cette neige marine va être dégradée au fur et à mesure qu'elle plonge vers les profondeurs abyssales par des bactéries,
sur toute la hauteur de la colonne d'eau. C'est ce qui fait que quand on augmente la profondeur, il reste de moins en moins de nourriture qui atteindra le fond. Donc on est ici à une profondeur un peu plus grande, on trouve encore un petit peu de neige marine, mais beaucoup. Alors il y a tout un écosystème qui dépend exclusivement de cette neige marine. Donc là, on a des organismes filtreurs en l'occurrence, ça s'appelle des crinoïdes pédonculés. On a des petits concombres de mer ici qui eux se chargent de se nourrir à la surface du sédiment en essayant de capter la plupart de ces particules qui sont les plus nutritives. Donc tout ça, c'est très bien quand on est proche de la surface, et puis plus on s'éloigne de la surface, moins on peut avoir de ces organismes qui vivent, parce que bien sûr, moins il y a de nourriture. Donc ça n'empêche pas qu'on a une grande diversité, par contre, il y a très peu en quantité de vie, c'est-à-dire en biomasse. Alors il y a des exceptions à ça, et parfois il y a ce qu'on peut appeler un festin qui arrive de la surface. Donc c'est le cas par exemple ici, alors j'ai une petite série de photos pour illustrer ça. Et ici c'est un cadavre de baleine. Celle-ci faisait 35 tonnes au moment où elle est tombée. Et en fait, c'est une quantité énorme de matière organique qui arrive à un moment donné. Et il y a des organismes qui sont spécialisés dans l'exploitation de ce genre d'événements. Et 18 mois plus tard, il reste en gros seulement les os, toutes les parties molles ayant été consommées par des organismes opportunistes qui viennent et qui se nourrissent de ces chairs. Mais ça ne s'arrête pas là. Il reste encore beaucoup de matière organique dans les eaux. Il y a tout un écosystème qui va s'installer et tirer bénéfice de ça. Donc j'ai quelques photos ici pour illustrer ça. Donc une fois qu'on a les organismes qui ont commencé à consommer tout ce qui était des parties molles, il reste les os, et sur les os, on va avoir des gastéropodes, des patelles qui vont s'installer, des vers, des anémones. Il y a vraiment un écosystème qui est très particulier associé à ça. On a ici des photos qui ont été prises à différents intervalles d'un cadavre de baleine. Donc vous voyez en haut une photo qui correspond à peu près à celle pour laquelle il y avait un zoom juste avant. On avait beaucoup d'organismes dessus. Et on a pris une photo du même organisme 2 ans plus tard, 3 ans, 5 ans et 7 ans plus tard. Il reste encore des fragments d'eau de cette baleine, mais il reste assez peu de faune associée. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel. Il arrive que de temps en temps, il y ait des cadavres de grands organismes qui tombent sur le fond, en l'occurrence ici une baleine. Plus proche des côtes, on a ici aussi quelque chose qui se passe assez souvent, c'est du bois coulé. Donc les rivières vont charrier du bois. Ce bois va couler et va pouvoir servir lui aussi de source de nutrition à un écosystème particulier. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on avait du fonctionnement du milieu profond. Généralement, la matière organique est produite en surface, elle est dégradée en tombant sous forme de neige marine, et plus on va profond, moins il en reste, et moins il y a de vie. Donc tout ça, ça correspond bien à la vision de Moseley à l'époque, qui avait prédit ça. Alors, on a encore évolué par rapport à ces connaissances. Alors on est maintenant dans une ère où on peut faire de la cartographie à très grande échelle. On n'a plus besoin, comme pendant l'expédition du Challenger, de faire des mesures à intervalles relativement larges. Et on a commencé à comprendre mieux notre planète, et notamment on s'est aperçu que la surface de notre planète est en fait divisée en plaques tectoniques. Alors la tectonique des plaques, ça doit vous parler un petit peu. En fait, rien n'est à la surface de notre planète, ce n'est pas stable. Les continents sont eux-mêmes posés sur des plaques. On a ici une plaque, la plaque africaine, avec la plaque américaine de ce côté ici, et ces plaques, elles dérivent entre elles. Donc il y a vraiment un mouvement assez important. Et puis, cette compréhension de la tectonique des plaques, c'était très important pour notamment des géologues. Et ils ont voulu voir ce qui se passait à l'endroit où les plaques se séparent, où il y a une dérive très lente, c'est de quelques centimètres au maximum par an, mais il y a quand même cette dérive marquée. Et donc, dans les années 70, il y a des géologues français et américains qui ont voulu monter une expédition, et c'est l'expédition qui s'appelait Famous. Alors cette expédition a eu lieu en 1973 sur la dorsale médio-atlantique, et ils sont allés plonger
Et ils ont observé les zones qui les intéressaient, c'est-à-dire les zones où les plaques se séparent. C'était à l'époque pour les Français avec un submersible que vous connaissez peut-être déjà, qui est la Siana. C'était plus une soucoupe plongeante qu'un submersible, on va dire, plus moderne. Depuis, on reparlera des moyens pour aller explorer le fond, il y a eu d'autres moyens qui ont été développés. Les Américains avaient, eux, l'Alvin, et il y a eu plusieurs missions pour arriver à une compréhension de ce qui se passait ici. Et donc les géologues étaient très contents parce qu'ils sont notamment tombés sur de la lave en coussin, qui voulait dire qu'il y avait des épanchements de lave, ici à grande profondeur. Et ces épanchements de lave, sous l'eau, étaient rapidement refroidis, et ça donnait lieu à ce qu'on appelle la lave en coussin, en oreiller, comme ça, très rond. Alors c'est très bien, mais vous savez peut-être que les sources hydrothermales devraient se trouver à cet endroit-là, mais à l'époque, on n'a pas trouvé. Donc les géologues étaient cependant relativement heureux de ce qu'ils avaient trouvé. D'un point de vue du géologue, c'était très bien. Et donc il y a un autre projet qui a été mené, cette fois-ci au niveau de la dorsale des Galapagos. Donc là, c'était un point très intéressant, parce que c'était assez complexe, et donc les géologues y sont allés avec beaucoup d'entrain. Et cette fois-ci, ils ont trouvé de la lave en coussin. Donc ils sont contents, on retrouve quelque chose qui est similaire, donc a priori la même chose se passe à cet endroit-là, ils sont très bien. Et puis, en fait, ils sont tombés sur quelque chose d'exceptionnel. Ils sont tombés sur une vie abondante, à proximité des zones où on voyait de l'eau chaude qui sortait dans le fond de l'océan. Et cette vie abondante, pour des profondeurs équivalentes, elle est 1000 fois ou 10 000 fois plus abondante que ce qu'on trouve normalement dans le milieu abyssal classique. Donc les biologistes qui sont plutôt jaloux de ne pas avoir trouvé ça en premier, disent toujours, même les géologues ne pouvaient pas le rater. Et donc, sur cette expédition, il n'y avait malheureusement pas de biologistes, mais il y a eu des photos qui ont été ramenées et quelques échantillons qui ont été ramenés aussi. Et donc, sur les missions suivantes, ils ont commencé à emmener des biologistes à bord. Donc ça, c'était aussi l'opportunité de rejeter l'hypothèse de Moseley qui disait que toute la nourriture venait forcément de la surface. Et donc cette découverte d'une biomasse énorme au fond des océans où il ne devrait pas y en avoir a posé beaucoup de questions et a un petit peu révolutionné notre compréhension du fonctionnement du milieu abyssal. Et donc, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été mises quant à la présence de ces organismes, on en reparlera tout à l'heure. Je vais juste faire une toute petite digression ici, parce qu'on dit souvent les premières sources hydrothermales et les premiers fumeurs ont été découverts sur la dorsale des Galapagos. Ce n'est pas le cas, en l'occurrence c'était juste de l'eau moirée qui sortait, on n'avait pas trouvé ces cheminées tellement charismatiques, on les voit un petit peu partout, on les voit beaucoup à la télé. Et il a fallu en fait attendre 1979 sur un autre site pour trouver des fumeurs noirs comme ça. Alors, c'est pas rendre justice à une source hydrothermale que de vous montrer que des photos. Donc j'ai des petites vidéos pour illustrer un petit peu la chose. Donc vous voyez ici une cheminée hydrothermale. Ça s'est arrêté. Vous voyez ici une cheminée hydrothermale. On va recommencer, j'espère que ça va aller. Voilà. Une cheminée hydrothermale, et vous voyez une fumée noire. Décidément, ce sera par tranche de 2 secondes. Vous avez ici une fumée noire qui sort de l'édifice hydrothermal. En fait, ce qui se passe ici, c'est quelque chose que les géologues attendaient. C'est-à-dire que, à proximité des zones où on va former la plaque océanique, où elles vont s'écarter comme ça, on a une remontée de magma. L'eau de mer du fond qui est très froide à cette profondeur-là, à chaque fois on va dire aux alentours de 2500 mètres, à cette époque-là encore, pour le moment. L'eau est à environ 2 ou 3 degrés Celsius. Elle va rentrer dans des fissures qui sont dans la croûte océanique, et ces fissures vont permettre à l'eau de percoler jusqu'à la proximité de la chambre magmatique. Et donc l'eau va être chauffée à très haute température, et en étant chauffée à très haute température, elle va lessiver la roche. Elle va se charger en métaux, elle va perdre de l'oxygène qu'elle avait au départ, elle va perdre du magnésium, et donc cette eau va être radicalement modifiée, et en même temps elle est chauffée.
elle diminue en densité à cause de ce chauffage. Étant moins lourde que l'eau qui est environnante, elle va remonter. À l'endroit où elle remonte, elle va sortir du plancher océanique. Et l'eau très chaude qui en sort, on peut atteindre 400 degrés selon la profondeur. Généralement, autour de 350, c'est une valeur classique, on va dire, pour les fumeurs noirs. Cette eau très chaude, au contact de l'eau froide du fond, on va avoir précipitation des minéraux. Ces minéraux, c'est des sulfures, ça contient du soufre, avec des métaux. Et à force de précipiter, ça finit par construire des édifices comme ça, qu'on appelle des cheminées. Donc, voilà, les géologues étaient un petit peu contents de ça quand même. Ils ont trouvé ce système qui était attendu, c'est très bien, donc on comprend plutôt bien. Il y a eu ensuite un effort assez important de beaucoup de pays, y compris la France, pour continuer à étudier ces écosystèmes très particuliers. Et on avait développé dans les années 70 le sous-marin que vous voyez ici, sous-marin jaune, le Nautile. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Et plus récemment, il y a à peu près 25 ans, un ROV, donc un robot télémanipulé depuis la surface, qui permettent d'explorer ces écosystèmes et de les étudier. Alors à l'heure actuelle, on a 2 navires qui sont capables de porter ces engins et de faire de l'exploration des milieux profonds, qui sont ici, le Pourquoi pas et l'Atalante. Ah, pardon, c'est 2 fois le Pourquoi pas, autant pour moi, l'Atalante n'est pas ici. Il ressemble beaucoup. Donc, on avait trouvé quand même des grands vers comme ça, qui formaient des buissons énormes, avec des poissons dedans, des crabes. En regardant beaucoup plus près, on voyait plein de petits organismes très spécifiques associés à ces sources hydrothermales. Et donc, très content d'avoir trouvé ça dans le Pacifique oriental, on a exploré d'autres endroits. On a trouvé des choses similaires, mais des espèces différentes. Sur la dorsale Juan de Fucala, on est dans le Pacifique nord-est, juste au large du Canada. On est retourné sur la dorsale médio-atlantique, où au départ il n'avait trouvé que des laves en coussin. Là, des sources hydrothermales ont été découvertes et une faune qui lui est associée. Donc ici, ce sont des grands moules. Et donc, à chaque fois qu'on allait explorer des sites qui se trouvaient sur ces dorsales océaniques, on est tombé sur une faune particulière. Alors, à l'heure actuelle, ces sites, ils sont ici en rouge. Alors, vous avez les diamants ici, enfin les losanges ici, sont des volcans qui sont un petit peu isolés sur les plaques. Tous les autres sigles en rouge sont des sources hydrothermales connues, où on a déjà échantillonné. Tout ce qui est en jaune, on a détecté depuis la surface des signaux qui nous font penser qu'il y en a aussi. Donc comme vous voyez, il y en a sur toutes les dorsales océaniques, et partout où on est allé. Alors si vous regardez un peu plus près, vous verrez aussi que généralement, on est dans les zones tropicales. Alors c'est pas que parce que les scientifiques aiment bien la chaleur, il y a aussi une autre raison, c'est que la mise à l'eau et l'opération de ces engins requièrent des conditions météo qui soient bonnes. Or, s'il y a eu des missions ici, à la limite de l'Antarctique, ces missions-là, il y a de bonnes chances d'avoir du mauvais temps et donc de perdre des journées à cause du mauvais temps. Et il est même possible que quand on va sur une zone comme ça, on passe un mois et qu'on ne puisse pas plonger une seule fois à cause du mauvais temps. Donc il y a toujours un risque associé comme à travailler dans ces zones-là. Donc beaucoup du travail s'est fait au niveau des zones intertropicales. Donc, quand on parle des sources hydrothermales, on a ces cheminées qui sont très charismatiques, qui sont très belles, ça marche bien à la télé, et en fait, on a parlé des températures qu'on pouvait atteindre tout à l'heure, je vous ai dit on peut atteindre entre 350 et 400 degrés Celsius. Il est évident que rien ne vit dans une eau à 350 ou 400 degrés Celsius. Par contre, il y a aussi des gradients qui sont très forts. Il y a une dilution de ce fluide, et à proximité de ce fluide, on est dans des températures beaucoup plus basses, et ces températures beaucoup plus basses permettent non seulement à des bactéries extrêmes qui vivent à des températures assez hautes de vivre, mais on a aussi beaucoup d'organismes qui vivent comme ceux que je vous avais montrés déjà en photo. Alors dans l'ensemble, on distingue 2 grands types d'environnements. Alors on va voir si cette fois-ci je peux la faire tourner plus que 2 secondes. Hop.
Donc là, on est à la surface d'une cheminée hydrothermale. Vous voyez l'eau moirée qui sort relativement rapidement. Décidément, ça ne va pas durer plus de 2 secondes. Pardon. On parlera de tout à l'heure. Donc voilà. On voit ici l'eau moirée qui ressort. C'est l'eau chaude simplement qui se mélange de façon chaotique avec l'eau de mer de fond qui, elle, est très froide. Alors, cet organisme ne vit pas à 350 degrés, on est d'accord. Il y a quelques centimètres à l'intérieur de la cheminée, il y a du fluide extrêmement chaud. Mais autour de cet organisme, il y a de l'eau qui a dilué ce fluide hydrothermal, et donc il se trouve dans des conditions supportables pour la vie. Donc en l'occurrence ici, on va avoir une vingtaine de degrés. 20 degrés, c'est déjà beaucoup plus chaud que l'eau de mer environnante, je vous rappelle qu'il y a 2 ou 3 degrés Celsius. Donc, il y a la paroi des cheminées, et puis, plus bas, on a un environnement qui est beaucoup plus... Décidément, je suis désolé. On a un environnement qui est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus d'espèces, et cet environnement, on voit aussi de l'eau moirée. Quand on clique, raté. Hop. C'est le pointeur. On recommence. Donc on a de l'eau moirée qui sort, alors c'est moins évident ici, l'eau est plus froide dans l'ensemble, mais on a ici des moules, des crabes, des anémones, des crevettes, différents organismes ici, donc plus de diversité. Alors je vous dis plus de diversité, il y a beaucoup plus de diversité quand on est ici dans le bas, il ne faut quand même pas exagérer, c'est-à-dire que c'est un environnement où il y a beaucoup de biomasse, beaucoup de quantité de matière, mais il y a peu d'espèces. Ça, c'est très particulier, en particulier le milieu profond, le milieu abyssal, et normalement, très peu de biomasse, mais une grande diversité. Et il se trouve que les organismes qu'on trouve ici ne sont trouvés qu'au niveau des sources hydrothermales et pas ailleurs, au milieu profond. Alors, comment est-ce qu'on arrive à des biomasses pareilles? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des quantités d'animaux aussi importantes? Donc, je vous rappelle, quand on fait de la photosynthèse, on a besoin de lumière, on a besoin de CO2 et on a besoin d'eau. On a dit au milieu marin, ça c'est possible seulement près de la surface. Il se trouve que les sources hydrothermales qu'on a ici se trouvent, pour les moins profondes, à au moins 300 mètres, mais généralement entre 800 et 3500 mètres de profondeur. Donc absolument pas de lumière à ces endroits-là. Et donc il y a une autre manière dont on avait sous-estimé l'importance à l'époque de produire de la matière organique, ça s'appelle la chimiosynthèse. Alors, ça ressemble beaucoup, hein. Simplement, on a toujours besoin de CO2, on a toujours besoin d'eau, et là on a besoin de molécules réduites, que sont en l'occurrence les sulfures d'hydrogène. Alors le sulfure d'hydrogène, c'est l'odeur d'œuf pourri, qui se développe beaucoup quand vous avez des organismes marins qui sont laissés sans oxygène à se décomposer. Et on a aussi du méthane. Et alors ces deux éléments, ces deux molécules sont émis dans le fluide hydrothermal. Et avec de l'oxygène, on a des organismes qui sont capables de faire une réaction chimique et de récupérer l'énergie de cette réaction chimique pour faire exactement ce que la photosynthèse fait avec l'énergie de la lumière. Donc ici, notre source d'énergie, c'était le soleil. En l'occurrence, c'est de l'énergie chimique. Et les acteurs pour la photosynthèse, c'était les plantes et les algues. Et les acteurs ici, pour la chimiosynthèse, ce sont les bactéries. Alors, ces bactéries on dit chimio-autotrophes, c'est un nom comme ça, mais en gros, ça veut dire qu'elles sont capables de faire ce que les plantes font, mais avec de la chimie. On peut les trouver sous forme de tapis bactériens, donc c'est un petit peu ce qui forme cette couleur blanchâtre à la surface de toutes ces structures ici, ou alors sous forme symbiotique. Alors quand ils forment, on reviendra là-dessus dans une minute, quand ils forment des tapis, on a des organismes qui sont spécialisés dans l'exploitation de ces tapis bactériens. C'est en fait des petites patelles, par exemple, qui vont les brouter, ces tapis bactériens, et s'en nourrir. Et cette patelle, c'est l'équivalent de la vache qu'on avait tout à l'heure sur notre photo, elle peut ensuite être mangée par des prédateurs, par exemple. Nos organismes qui ont des bactéries symbiotiques sont en fait des organismes qui, au départ, ont vraiment beaucoup attiré notre attention parce qu'ils sont très grands. Donc on a ici, par exemple, un grand ver qui s'appelle Riftia. Ce ver, il peut faire 1 mètre, 1 mètre 50, à peu près 5 ou 6 cm de diamètre. Et ce ver, il est exceptionnel parce que, au début, quand les chercheurs ont essayé de le décrire,
ils avaient un grand problème parce qu'ils ne savaient pas par quel bout le prendre. Alors pas trop dans la longueur, ça allait, mais plutôt dans l'épaisseur. On avait du mal parce qu'il n'y avait pas de tube digestif, pas de bouche, pas d'anus. Alors c'est problématique pour un animal, il a quand même besoin de se nourrir. Et en fait, cet organisme vit en symbiose avec des bactéries. Alors les bactéries vont utiliser le sulfure d'hydrogène, dont on a parlé tout à l'heure, et produire des sucres, des glucides, qui seront ensuite transférés directement au ver hôte de ces bactéries. Et donc le ver n'a plus du tout besoin de se nourrir. Alors il est très particulier parce qu'en fait il consomme plus de CO2 qu'il n'en produit. Donc c'est un animal qui se comporte plus comme une plante. De ce point de vue-là en tout cas. Donc c'est un très grand organisme symbiotique. Sur la dorsale médio-atlantique, il y a des crevettes qui elles aussi ont des symbiontes dans leur corps, mais elles continuent à se nourrir. Les moules qu'on a ici, donc celles-ci sont sur la dorsale médio-atlantique aussi, mais il y en a à beaucoup d'autres endroits. Elles aussi ont des symbiontes dans leurs branchies qui leur servent à se nourrir. Elles continuent à avoir un tube digestif et à filtrer comme les moules qu'on a sur le littoral, mais en plus de ça, elles tirent de l'énergie des bactéries symbiotiques. Donc ces organismes ont beaucoup été étudiés d'un point de vue de la symbiose. Donc, ça a l'air vraiment très bien comme endroit quand même. Il y a beaucoup de bonnes raisons de s'installer là. On a une production de matière organique locale, il y a de quoi manger. Il y a assez peu de prédateurs, ça a un petit peu surpris aussi les chercheurs au départ. Mais en fait, il y a des conditions qui sont pas faciles à gérer. Donc on a déjà parlé de l'H2S, le sulfure d'hydrogène, tout à l'heure. C'est en fait un poison. Si nous, on est exposé à l'H2S, assez rapidement, on va être empoisonné. Vous avez certainement entendu parler des marées vertes. Il y a eu en Bretagne notamment beaucoup, nous on en a beaucoup parlé là-haut en tout cas. Il y a des animaux, il y a alors, ces accumulations d'algues. En pourrissant, il y a accumulation de sulfure d'hydrogène. Et il y a des animaux, en l'occurrence des sangliers, qui sont passés à proximité, qui ont remué ces algues pour y chercher à manger, qui ont été exposés à des sulfures et qui en sont morts. Donc c'est assez costaud. Généralement, on le sent bien quand même, hein, ça ne sent pas très bon. Donc il y a ça, qui sont donc des poisons. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc ça, c'est une chose qui est aussi difficile à gérer. Le pH de l'eau est acide. Alors à la période où on parle de l'acidification des océans, là c'est très acide par rapport à ce qu'on prévoit. Donc c'est des organismes qui ont appris à gérer ces conditions-là. Ils sont adaptés à ça. La température est extrêmement variable. Donc on voyait tout à l'heure qu'il y avait de l'eau moirée qui sortait. Je vous ai dit c'est un mélange chaotique. En l'espace d'une minute, on peut avoir une variation de 10 degrés Celsius dans la température autour d'un organisme. Et puis, on a la présence de métaux lourds, en l'occurrence du plomb, du zinc, du cadmium, et à des concentrations qui, pour un organisme littoral qu'on a ici, seraient létales. Eux, ils arrivent à gérer ça. Donc il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur ces adaptations et sur comment les organismes de ce milieu extrême arrivaient à gérer ces conditions. Donc on a en fait une faune qui est vraiment très originale, avec des adaptations particulières. Alors je vous ai dit tout à l'heure, cette faune on la trouve qu'au niveau des sources hydrothermales. Alors quand je vous dis ça, on ne se rend pas bien compte parce que c'était une carte à grande échelle, mais lorsque vous avez du fluide hydrothermal qui est émis, les communautés hydrothermales vont s'installer dans quelques mètres autour de ça. On ne parle pas de kilomètres, c'est quelques mètres simplement. Donc c'est vraiment très ponctuel. C'est pour ça qu'on faisait référence à des oasis tout à l'heure. Donc, cette faune, il y a beaucoup de choses qui sont communes à chaque fois qu'on allait explorer des différents endroits, mais il y a aussi des particularités régionales, on va dire. Et en fait, pour ça, il faut que je fasse appel un petit peu à un concept qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais bon, c'est pas compliqué. En fait, en milieu marin, surtout pour des organismes de cette taille-là, pour des organismes qui vivent au fond, la dispersion, donc aller coloniser des nouveaux environnements, ça ne peut se faire que par l'intermédiaire de larves. Les petits vers dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a certains qui sont fixés, il y en a d'autres qui peuvent bouger, des organismes, mais pas sur des distances telles que ça pourrait leur permettre de coloniser un nouvel endroit. Et donc là, ça se fait toujours par l'intermédiaire de larves. Et ça, la dispersion des larves
pour le milieu hydrothermal, ça se fait le long des dorsales. Donc je vous ai représenté les dorsales ici. Alors on se dit, bah, c'est très bien, hein, c'est une autoroute, hein, ça part de là, ça peut aller de proche en proche ou moins comme ça. Seulement il y a une petite particularité sur les dorsales hydrothermales, c'est qu'il y a des fois ce qu'on appelle des failles transformantes. Et en fait, bien que la dorsale océanique est ici, bien qu'on ait la dispersion possible le long de ce segment-là, on a des fois des décalages ici de au moins 60 km pour repartir ici. Et en fait, ça a pour effet au moins de diminuer le passage des larves de là à là, ou vice-versa, et parfois même de l'interrompre complètement. En fait, avec ces discontinuités dans la dispersion des larves, on a pu mettre en place des régionalisations au niveau mondial. Donc par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de la dorsale des Galapagos, les animaux qu'on trouve ici ressemblent beaucoup à tous ceux qu'on trouve jusque-là. Les animaux qu'on trouve ici, on ne les trouve qu'à cet endroit-là, et ainsi de suite. Il y a des discontinuités à chaque fois qui font qu'on a pu permettre aux espèces de diverger et de s'adapter aux conditions qu'elles ont localement. D'accord ? Donc si au départ on avait cette grande idée que la faune hydrothermale, ce sera toute la même partout sur notre globe, ce n'est pas vrai. Il y a déjà la régionalisation, au moins à cette échelle-là. Peut-être elles n'ont jamais convergé, en fait, ou divergé. Alors, pour l'évolution des espèces, il y a toujours un ancêtre commun. Alors, l'idée la plus simple, c'est une séparation par la géographie. Et là, les espèces divergent. Elles peuvent plus tard, d'un point de vue des adaptations, avoir des adaptations communes entre les deux côtés, qui pourraient correspondre à une convergence adaptative. Mais en fait, les espèces divergent toujours d'un point de vue génétique. On part de quelque chose d'homogène génétiquement, et puis ça devient de plus en plus dissimilaire. Ça répond à la question? Donc voilà, donc à l'échelle, si l'idée, la perception originale qu'on avait, c'était que la faune hydrothermale était la même partout dans le monde, où qu'on regarde, pardon, c'est pas le cas. Alors, on trouve en effet des moules hydrothermales ici, là, là et là, mais à chaque fois, ce sont des espèces différentes. D'accord ? Donc il y a vraiment une régionalisation des espèces, au minimum. Donc, c'est important parce que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des sulfures et des métaux qui précipitaient pour former les cheminées. Donc on va essayer sans le pointeur, on va voir ce que ça donne. Hop, je suis là. Donc là on vole autour d'un groupe de cheminées, et ces cheminées elles sont actives, et puis au bout d'un moment, ça a l'air de marcher, hein. Au bout d'un moment, en fait, le fluide peut être interrompu par un tremblement de terre, ou simplement parce que ça finit par se colmater. Et donc une cheminée va mourir, entre guillemets, donc il n'y aura plus de fluide qui en sortira. Avec le temps, ces cheminées peuvent se casser, tomber, une nouvelle cheminée pourra ressortir au même endroit ou un peu plus loin. À force, comme ça, on arrive à accumuler des vieilles cheminées. Décidément, c'est beaucoup mieux quand ça tourne. De cette façon, on arrive à accumuler beaucoup de cheminées et on forme ce qu'on appelle des dépôts de sulfure polymétallique. Alors là, ça ne parle pas forcément à beaucoup de gens, mais quand vous dites ça aux compagnies minières, tout de suite, ça les intéresse. Alors, ça n'a pas l'air très grand comme ça, mais en fait, sur le temps, on peut accumuler des dépôts, des sulfures polymétalliques sur une très grande épaisseur, sur un relativement large diamètre. Donc ici, par exemple, ça a été un mont de sulfure qui avait été découvert sur la dorsale du Pacifique oriental, qui fait environ 70 mètres de haut par 200 mètres de large. Et ça, c'est un dépôt très important. Il faut savoir, par exemple, que quand on fait de l'exploitation minière sur notre planète, quand on va chercher du cuivre, les mines de cuivre les plus intéressantes sont d'anciennes sources hydrothermales, ou d'anciens monts de sulfure hydrothermaux. Donc la très grande mine qu'il y a notamment à Chypre est un ancien site hydrothermal. Et donc il y a de fortes concentrations en cuivre, et donc ça intéresse beaucoup les compagnies minières.
Il se trouve que tout ce qui était au-dessus de la surface de l'eau, jusqu'à maintenant, on a déjà tapé dedans. Le cuivre, ça reste très intéressant. Et donc, ils se sont dit, ah, peut-être que c'est une bonne chose. Alors, vous inquiétez pas pour tous ces chiffres. Il y a des gens, alors c'est des scientifiques qui ont fait de la recherche pour savoir ce qu'on trouvait comme métaux dans les différents, dans les monts de sulfure polymétalliques. Alors, ces métaux, il y en a beaucoup, et en fait, les métaux qui intéressent les compagnies minières sont le cuivre, le fer, mais bon, ça on en trouve pas mal, donc c'est pas un gros problème. Le zinc, par contre, c'est intéressant, le plomb, l'argent, le cobalt, l'or. Le fluide hydrothermal, en fait, selon les endroits, sort chargé avec plus ou moins de ces métaux. Alors, on parle aussi assez souvent d'éléments rares, de terres rares. Il y en a aussi, pas en quantité forcément super intéressante pour l'exploitation minière, mais rien que ça, et les concentrations qu'on trouve dans les sulfures polymétalliques intéressent beaucoup les compagnies minières. Alors les compagnies minières, c'est nous aussi, donc c'est nos besoins qui font qu'elles trouvent que ça devient intéressant. Et donc, ils ont commencé à acheter ou à demander des permis d'exploration dans un premier temps. Alors quand je dis ils, c'est les grandes compagnies minières, mais c'est aussi la France. Alors, quand on est dans les eaux internationales, il y a un organisme qui s'appelle l'International Seabed Authority, donc l'autorité internationale pour les fonds marins, et qui donne les permis pour faire au moins de l'exploration au départ, et plus tard de l'exploitation si c'est intéressant pour les compagnies minières. Donc, cette autorité n'a à dire quoi que ce soit que dans les eaux internationales, qui sont ici en bleu foncé. Donc, par exemple, la France a un permis d'exploration pour la dorsale médio-atlantique à peu près ici. Donc on a une certaine responsabilité vis-à-vis de ça. Avec le permis d'exploration, il faut faire une activité d'exploration, bien sûr, et puis rendre des rapports sur ce qu'on fait. Et puis, en fait, si vous regardez, donc il y a le même type de carte avec encore une fois en bleu foncé les eaux internationales, et en bleu clair les eaux qui appartiennent à des pays. Donc, quand on regarde ici, donc sur la dorsale médio-atlantique, par exemple, on est beaucoup dans les eaux internationales. Donc c'est là que nous, la France, avons un permis. Dans le Pacifique Ouest, c'est une autre affaire. Il y a beaucoup d'îles et de petites nations qui ont, dans leurs eaux, dans leur zone exclusive économique, des sources hydrothermales. Alors, on a un petit zoom ici sur le Pacifique Ouest. Donc, on est dans le Pacifique Ouest. Alors, il y a des noms qui font un petit peu rêver, là, je l'admets. Nous, ce qui nous concerne, pour la France, il y a la Nouvelle-Calédonie qui est ici, pour vous repérer. Donc voilà, la Polynésie française est ici. Et puis, il y a différentes petites nations. Alors là, il y a le royaume de Tonga, par exemple. Ici, il y a Fidji, et ici, on a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je reviendrai sur ces noms-là tout à l'heure, donc c'est pour ça que je les mentionne. Donc, Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas une petite nation, mais a des moyens économiques relativement limités. Donc, on a ici des pays qui ont bien sûr souveraineté sur leurs eaux territoriales, et quand ils sont abordés par les compagnies minières qui leur disent « on aimerait bien venir explorer dans un premier temps, puis exploiter chez vous », il y a une incitation économique qui n'est vraiment pas négligeable pour des petites économies comme ça. Donc, en l'occurrence, il y a un permis d'exploration ici, qui a été émis par Tonga pour une compagnie minière, qui a un permis d'exploitation, maintenant, on est là, ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça s'appelle le bassin de Manus. Alors, cette compagnie s'appelle Nautilus. C'est un très joli nom. Voilà, donc il y a ici des vues d'artistes de la façon dont les choses se mettent en place. Donc, vues d'artistes des engins qui vont aller broyer de la roche sous l'eau. Alors l'idée, c'est qu'on ne va pas s'amuser à remonter des gros morceaux de roche, c'est pas pratique. Donc, on a
on a les engins qui vont au fond, donc soit qui raclent le fond, soit qui attaquent les monts de sulfure. Pour les broyer, c'est envoyé vers la surface, où il y a un bateau-usine. Ce bateau-usine, il va filtrer tout ce qui est remonté, garder toutes les grosses particules, et tout ce qui est plus petit que 100 microns sera renvoyé vers le fond. Alors on ne le voit pas sur ce magnifique dessin, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais c'est renvoyé vers le fond et c'est relargué à peu près à 100 mètres au-dessus du fond. Donc la première chose qu'ils voulaient faire au début, c'était tous ces résidus, en fait, le larguer à la surface et puis le laisser sédimenter. Sauf que, un, ça se voit, ça fait pas classe, et deux, relarguer des minéraux dont on sait qu'ils contiennent notamment des métaux lourds, à un endroit où on va ensuite aller pêcher pour pouvoir se nourrir, c'était pas non plus très bien perçu. Donc, il y a cette approche qui est de relarguer à proximité du fond ces petites particules. Donc, voilà. Donc ça, c'est la vue d'artiste, toujours très beau, très propre. Faut savoir qu'ils sont bien avancés, donc ils ont construit les engins pour aller au fond. Ils existent déjà. Donc pour vous donner une idée de l'échelle, ça c'est des humains là, les deux en jaune là. Voilà, donc ce sont des très gros engins, mais c'est normal, hein, il faut quelque chose de costaud quand même pour aller faire ce genre d'opération. Donc voilà, là on voit mieux les humains dans l'histoire. Et donc il y a un gros investissement qui a été fait, et cet investissement il a été partagé par la compagnie minière, donc Nautilus en l'occurrence, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire que Nautilus a voulu que la Papouasie-Nouvelle-Guinée investisse aussi dans ses engins et dans le début de l'exploitation à hauteur de 30%. Donc la Papouasie, qui n'est pas très riche, a investi beaucoup, et en fait, on n'est pas sûr que du coup, ils fassent très attention, ils veulent au moins un retour sur investissement, donc c'est pas évident que leur décision soit complètement impartiale par rapport aux dégâts que ça peut faire. Donc, les dégâts que ça peut faire. Donc il y a eu beaucoup d'études maintenant qui ont été faites sur ça. Donc, alors en milieu profond, il y aura aussi des nodules. Vous avez peut-être entendu parler des nodules polymétalliques, c'est aussi là-dedans. Et puis il y a des croûtes qui sont riches en cobalt, qui sont sur les monts sous-marins, qui sont aussi d'un intérêt pour les compagnies minières. Et pour l'instant, le plus simple, parce que les sources hydrothermales sont relativement peu profondes. Dans le bassin de Manus, où ça va commencer, elles sont à 1200 mètres de profondeur. Par rapport aux nodules qu'on va trouver entre 4000 et 6000 mètres, c'est un autre challenge technologique ici. Donc ça va commencer sur les sources hydrothermales. Donc comme je vous avais dit, c'est envoyé vers le haut, c'est broyé, c'est envoyé vers le haut. Il y a des bateaux qui vont transporter ce minerai brut. Et généralement, c'est transporté vers les pays qui ne sont pas les pays en voie de développement du coin. Donc il n'y a pas non plus de valorisation du minerai localement. Voilà, donc c'est envoyé vers d'autres pays pour être valorisé et produire des métaux à forte valeur. Donc il y a quand même des impacts qui sont reconnus par tous, y compris les compagnies minières. Hein, voilà. Donc bien sûr, en éliminant les sources hydrothermales, alors ils disent qu'ils ne vont pas s'attaquer à quelque chose qui est actif, mais bon, finalement peut-être qu'ils vont le faire quand même. Donc perte de substrat et d'habitat pour les espèces dont on a parlé tout à l'heure, qui, je vous rappelle, ne sont trouvées que au niveau des sources hydrothermales. On a des nuages de sédiments qui vont être émis, et là, ils vous disent, on a un petit retour de la théorie azoïque, en disant, de toute façon, à cette profondeur-là, il n'y a rien d'autre qui vit. Voilà. En l'occurrence, on l'avait vu tout à l'heure, il y a des filtreurs, il y a des organismes qui se nourrissent du sédiment, etc., etc. Alors ces organismes qui se nourrissent de particules en suspension dans l'eau et de sédiments, il y a de bonnes chances qu'ils ne survivent pas à un ensevelissement par des quantités importantes de sédiments qui vont être relargués. Bon, c'est une chose. S'ils y survivent, on ne connaît pas vraiment leur connexion non plus au reste de la chaîne alimentaire. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des métaux lourds dans une chaîne alimentaire qui va aller s'étendre bien au-delà de la source qui est exploitée? On n'en est pas sûr. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Alors sans parler il y aura de la lumière en permanence, il faut qu'ils voient quand même ce qu'ils broient. Donc c'est des organismes qui, vivant tout le temps dans l'obscurité, vont être exposés à la lumière en permanence, bruit, vibration, etc., etc. Donc voilà, donc tout ça c'est connu,
c'est reconnu par les compagnies minières. Il y en a certaines Nautilus, qui a financé de la recherche pour regarder un petit peu quand même, alors pas forcément sur ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas encore commencé l'exploitation, mais sur le caractère unique de la faune et ce genre de choses-là, financé par une compagnie minière, qui elle non plus n'est pas complètement sans intérêt dans les résultats. Et donc, une des choses qu'ils nous disent, ces compagnies minières, c'est ne vous inquiétez surtout pas, les sources hydrothermales, ce sont des environnements éphémères et donc la faune est habituée à récupérer. Donc on va détruire à un endroit, pas sur une très grande surface, on va détruire à un endroit, puis on ira détruire après à côté et on sait qu'à côté ça va récupérer sans problème. Alors pourquoi ils disent ça? Oui, donc c'est la perte de substrat qui nous concerne dans l'histoire. Pourquoi ils nous disent ça? Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans le Pacifique oriental, aux endroits où ont été découvertes les sources hydrothermales vers le début. Et en effet, en 1991, il y a eu une éruption qui a complètement détruit toute une zone de sources hydrothermales. Et ça a permis aux scientifiques de suivre la récupération des sites au cours des années. Vous voyez qu'en 2 ans, déjà, ça commence à ressembler à ce qu'on avait avant que ce soit détruit, par une éruption en l'occurrence. Donc là, en l'espace de 3-4 ans, ça redevient vraiment comme ce qu'on connaissait avant. Donc on n'est pas trop inquiet, et les compagnies minières nous encouragent de ne pas nous inquiéter en disant, vous voyez, ça arrive tout le temps, la faune est adaptée à être éliminée à un endroit et récupérée après coup. Donc, en se basant sur nos connaissances, c'est pas faux. Sauf que nos connaissances, elles viennent d'un seul endroit. Là. D'un seul événement, non pardon, 2 événements maintenant, à cet endroit-là. Donc on a des animaux qui ont certes l'habitude de récupérer à ces endroits-là, mais je vous rappelle qu'on a une régionalisation, on n'a pas les mêmes espèces à cet endroit-là que dans le Pacifique Ouest, que sur la dorsale médio-atlantique. Donc, attention, on a des grosses lacunes dans nos connaissances. Ce qu'on peut regarder par exemple ici, c'est que le site que je vous présentais est ici en orange, d'un site dont l'écartement des plaques est très rapide, avec donc des éruptions et des éliminations de sites rapides, tous les 10 ans à peu près, cet ordre de grandeur pour les fréquences. Mais pour la dorsale médio-atlantique, c'est une autre histoire. On connaît des sites qui ont probablement été stables depuis au moins 500 ans, voire 5000 ans. Est-ce que la faune à cet endroit-là est capable de récupérer tout aussi vite que celle du Pacifique oriental? On n'en est pas sûr. Quand on est dans le Pacifique Ouest, ici, c'est un système qui est assez complexe. On a à la fois des trucs très lents et des trucs très rapides. On ne sait pas exactement comment la faune peut récupérer après une perturbation majeure. Donc je vous rappelle qu'on a une certaine régionalisation de la faune. Donc on voit un joli groupe rouge comme ça, c'est très bien. Donc ça veut dire simplement qu'on, dans l'ensemble, on retrouve les mêmes espèces ici, là, là, là. Donc on se dit, il n'y a pas de problème si on élimine des sources hydrothermales ici, par exemple. Il y a les autres à côté, et donc on ne perd pas non plus de biodiversité. Sauf que là, on regarde à une échelle relativement grande. Les gens qui ont fait cette étude, en fait, ils ont regardé à un niveau de détermination des groupes. On n'est pas allé jusqu'à l'espèce. Ça, c'est un niveau plus haut. Donc dans l'ensemble, on trouve des espèces qui se ressemblent ici et là, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes espèces. Et donc, il faut vraiment aller regarder s'il n'y a pas des différences à une échelle plus fine. En particulier dans le Pacifique Ouest. Donc, c'est maintenant l'occasion pour moi de vous parler de la campagne qu'on va faire. Donc, il y a beaucoup de lacunes dans nos connaissances. Donc, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas, on ne va pas passer beaucoup plus de temps à ça, mais après, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. C'est une campagne qui démarre dans 10 jours. Ça s'appelle Chubacarc. Elle va se passer dans le Pacifique Ouest. On part de la Nouvelle-Calédonie. Et en tout, on va passer 72 jours en mer. Donc c'est une très grosse campagne. C'est un gros investissement de la part de la France, de façon générale. Donc de nous tous, qui payons des impôts. Voilà, donc c'est un gros investissement. On va passer 72 jours en mer, on va visiter 5 bassins. Et donc on va faire ça en deux morceaux. On va faire une 40aine de jours pour faire ce grand tour ici. Et puis 32 jours ou 33 jours pour faire ce morceau ici. Et donc on va faire ce qu'on appelle un échantillonnage hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment à quelle échelle il faut regarder les choses pour pouvoir tirer de bonnes conclusions. Quand je vous ai dit les points rouges, là on sait que c'est grossièrement à peu près la même chose, mais on sait que c'est déjà pas les mêmes espèces.
est-ce que même quand on regarde encore plus finement, quand on regarde entre tous ces bassins-là, à l'intérieur des bassins, sur chaque bassin, entre deux sites hydrothermaux, est-ce qu'on a les mêmes espèces ou pas? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre pour savoir à quelle échelle il faut réfléchir. Est-ce que quand une compagnie minière nous dit « il n'y a pas de problème, j'élimine ce site-là, mais je ne touche pas ceux d'autour, donc ça va récupérer sans problème », est-ce qu'en faisant ça, on ne va pas éliminer en fait une espèce qui est unique à un endroit? On n'en a encore aucune idée. Donc cette recherche, ça va faire appel à de la géologie, de la géochimie, de l'écologie, on va faire un inventaire de biodiversité, et puis on va faire de la génétique très fine, justement pour aller regarder si, quand on regarde une cheminée, est-ce qu'on n'a pas une population qui a une identité génétique très particulière. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de tous ces organismes. On dit toujours, il faut protéger la forêt tropicale, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il y aura des médicaments, c'est notre future pharmacie. On a exactement la même chose ici. De toute façon, on n'a pas d'inventaire des espèces qui sont présentes. On n'a pas d'état zéro encore à l'heure actuelle. On a eu quelques missions qui se sont intéressées à ça. Donc voilà, c'est le type de recherche qu'on fait. Donc on va faire. Alors pour information, si vous voulez continuer à suivre ce genre d'aventure, il y a de la communication qui est organisée par la station biologique de Roscoff, et ce sera par l'intermédiaire de Facebook. Le muséum organise une grande exposition qui dure jusqu'au mois de janvier 2020, si mes souvenirs sont bons. Si vous avez l'occasion de passer sur Paris, c'est une très belle exposition. Et au cours de cette exposition, on fera des visioconférences pendant la campagne pour discuter avec des gens sur Paris pendant que nous, on sera sur le bateau. Donc voilà, il y a d'autres actions de communication qui seront faites pendant la campagne. Donc pour conclure, en fait, les sources hydrothermales, c'est un environnement qui est vraiment très original. On les a découvertes il y a un peu plus de 40 ans, c'était 77. On est loin d'avoir eu le temps de tout comprendre et de tout savoir. On est en milieu profond, c'est vraiment un accès très difficile. Et cet accès difficile fait qu'il n'y a pas autant d'études qu'on pourrait avoir sur un environnement plus accessible, moins profond. La faune, on le sait déjà, est unique. Elle est encore assez peu étudiée. Je vous ai dit qu'on connaît beaucoup de choses sur la symbiose, des choses comme ça, et c'est vraiment sur quelques espèces qui sont généralement sur des sites qui sont étudiés depuis très longtemps. On a quand même beaucoup de lacunes dans nos connaissances, et ça a des implications sur l'exploitation minière qui va se mettre en place. Alors, il ne faut pas se leurrer, encore une fois, c'est des nations qui n'ont pas trop les moyens de dire non aux compagnies minières. Par contre, il faut qu'ils soient informés sur les risques pour leur richesse en biodiversité, et non plus en minerais. Minerai qui n'est pas renouvelable, hein, c'est dommage quand même pour une ressource. En tout cas, pour une nation, de lancer complètement là-dedans, et une fois que le minerai sera éliminé, qu'est-ce qui se passera? On ne sait pas. Par contre, les ressources biologiques sont importantes pour ces nations-là, et donc il faut y faire attention. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai mis ici, si vous voulez lire un peu plus sur les sources hydrothermales et leur découverte, il y a un livre de Lucien Lobier, qui est maintenant décédé, qui s'appelle Ténèbres Océanes, et qui reprend un petit peu cette histoire, si vous voulez lire un petit peu plus loin. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Oui, pardon, il y a un monsieur Valette. Oui. Là, vous avez parlé de sources hydrothermales sur les dorsales. Oui. Est-ce qu'il existe auprès des points chauds? Alors, sur les points chauds, c'est des volcans, c'est ceux qu'on voyait sous forme de losanges au milieu des plaques océaniques. Donc, il y a aussi des sources hydrothermales, en effet, au niveau de ces points chauds, avec une faune qui lui est particulière, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup de la faune hydrothermale, je dirais, de dorsale classique. Mais en effet, il y a aussi des sources hydrothermales sur des volcans, et d'ailleurs des volcans même plus proches des sources, des dorsales, juste quelques kilomètres, on a des trucs particuliers sur les volcans. Ouais. Comme ces points chauds se déplacent, est-ce que vous ne pouvez pas suivre l'évolution de la faune, c'est l'évolution de la faune, avec l'évolution des points chauds? Alors, ils se déplacent sur des aires géologiques. Donc, l'évolution n'est pas assez rapide pour qu'on puisse l'observer et tirer des conclusions de ces observations. Donc, on les a découvertes il y a encore moins longtemps que les sources hydrothermales sur les dorsales.
Mais du coup, on n'a pas du tout de recul sur ça. Mais c'est a priori plus stable que le système du Pacifique oriental. Il y avait une question tout à l'heure. Oui. Peut-être que je l'ai raté, mais j'aurais voulu peut-être que vous me disiez quelles sont les filières qui sont en fait, qui permettent d'utiliser les minerais qui sont utilisés là, qui font l'objet de tant d'intérêt par les compagnies minières. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de freiner le besoin en ayant un impact sur nos consommations? Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les minerais qui sont extraits sont en très grande demande en ce moment, en particulier le cuivre. Donc là, c'est tout ce qui est électrique de façon générale. L'or, ça va dans nos téléphones portables. Donc, comment est-ce qu'on peut freiner ça? Avant tout, recyclage, tout à l'heure, et produire des sucres, des glucides, qui seront ensuite transférés directement au ver hôte de ces bactéries. Et donc le ver n'a plus du tout besoin de se nourrir. Alors il est très particulier parce qu'en fait il consomme plus de CO2 qu'il n'en produit. Donc c'est un animal qui se comporte plus comme une plante. De ce point de vue-là en tout cas. Donc c'est un très grand organisme symbiotique. Sur la dorsale médio-atlantique, il y a des crevettes qui elles aussi ont des symbiontes dans leur corps, mais elles continuent à se nourrir. Les moules qu'on a ici, donc celles-ci sont sur la dorsale médio-atlantique aussi, mais il y en a à beaucoup d'autres endroits. Elles aussi ont des symbiontes dans leurs branchies qui leur servent à se nourrir. Elles continuent à avoir un tube digestif et à filtrer comme les moules qu'on a sur le littoral, mais en plus de ça, elles tirent de l'énergie des bactéries symbiotiques. Donc ces organismes ont beaucoup été étudiés d'un point de vue de la symbiose. Donc, ça a l'air vraiment très bien comme endroit quand même. Il y a beaucoup de bonnes raisons de s'installer là. On a une production de matière organique locale, il y a de quoi manger. Il y a assez peu de prédateurs, ça a un petit peu surpris aussi les chercheurs au départ. Mais en fait, il y a des conditions qui sont pas faciles à gérer. Donc on a déjà parlé de l'H2S, le sulfure d'hydrogène, tout à l'heure. C'est en fait un poison. Si nous on est exposé à l'H2S, assez rapidement on va être empoisonné. Vous avez certainement entendu parler des marées vertes. Il y a eu en Bretagne notamment beaucoup, nous on en a beaucoup parlé là-haut en tout cas. Il y a des animaux, il y a alors, ces accumulations d'algues. En pourrissant, il y a accumulation de sulfure d'hydrogène. Et il y a des animaux, en l'occurrence des sangliers, qui sont passés à proximité, qui ont remué ces algues pour y chercher à manger, qui ont été exposés à des sulfures et qui en sont morts. Donc c'est assez costaud. Généralement, on le sent bien quand même, hein, ça sent pas très bon. Donc il y a ça, qui sont donc des poisons. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc ça, c'est une chose qui est aussi difficile à gérer. Le pH de l'eau est acide. Alors à la période où on parle de l'acidification des océans, là c'est très acide par rapport à ce qu'on prévoit. Donc c'est des organismes qui ont appris à gérer ces conditions-là, qui sont adaptés à ça. La température est extrêmement variable. Donc vous voyez tout à l'heure qu'il y avait de l'eau moirée qui sortait, je vous ai dit c'est un mélange chaotique. En l'espace d'une minute, on peut avoir une variation de 10 degrés Celsius dans la température autour d'un organisme. Et puis on a la présence de métaux lourds, en l'occurrence du plomb, du zinc, du cadmium, et à des concentrations qui, pour un organisme littoral qu'on a ici, seraient létales. Eux, ils arrivent à gérer ça. Donc il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur ces adaptations et sur comment les organismes de ce milieu extrême arrivaient à gérer ces conditions. Donc on a en fait une faune qui est vraiment très originale, avec des adaptations particulières. Alors je vous ai dit tout à l'heure, cette faune on la trouve qu'au niveau des sources hydrothermales. Alors quand je vous dis ça, on ne se rend pas bien compte parce que c'était une carte à grande échelle, mais lorsque vous avez du fluide hydrothermal qui est émis, les communautés hydrothermales vont s'installer dans quelques mètres autour de ça. On ne parle pas de kilomètres, c'est quelques mètres simplement. Donc c'est vraiment très ponctuel. C'est pour ça qu'on faisait référence à des oasis tout à l'heure. Donc, cette faune, il y a beaucoup de choses qui sont communes à chaque fois qu'on allait explorer des différents endroits, mais il y a aussi des particularités régionales, on va dire.
Et en fait, pour ça, il faut que je fasse appel un petit peu à un concept qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais bon, c'est pas compliqué. En fait, en milieu marin, surtout pour des organismes de cette taille-là, pour des organismes qui vivent au fond, la dispersion, donc aller coloniser des nouveaux environnements, ça ne peut se faire que par l'intermédiaire de larves. Les petits vers dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a certains qui sont fixés. Il y en a d'autres qui peuvent bouger, des organismes, mais pas sur des distances telles que ça pourrait leur permettre de coloniser un nouvel endroit. Et donc là, ça se fait toujours par l'intermédiaire de larves. Et ça, la dispersion des larves pour le milieu hydrothermal, ça se fait le long des dorsales. Donc je vous ai représenté les dorsales ici. Alors on se dit, bah, c'est très bien, hein, c'est une autoroute, hein, ça part de là, ça peut aller de proche en proche ou moins comme ça. Seulement, il y a une petite particularité sur les dorsales hydrothermales, c'est qu'il y a des fois ce qu'on appelle des failles transformantes. Et en fait, bien que la dorsale océanique est ici, bien qu'on ait la dispersion possible le long de ce segment-là, on a des fois des décalages ici de au moins 60 km pour repartir ici. Et en fait, ça a pour effet au moins de diminuer le passage des larves de là à là, ou vice-versa, et parfois même de l'interrompre complètement. En fait, avec ces discontinuités dans la dispersion des larves, on a pu mettre en place des régionalisations au niveau mondial. Donc par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de la dorsale des Galapagos, les animaux qu'on trouve ici ressemblent beaucoup à tous ceux qu'on trouve jusque-là. Les animaux qu'on trouve ici, on les trouve qu'à cet endroit-là, et ainsi de suite. Il y a des discontinuités à chaque fois qui font qu'on a pu permettre aux espèces de diverger et de s'adapter aux conditions qu'elles ont localement. D'accord ? Donc si au départ on avait cette grande idée que la faune hydrothermale, ce sera toute la même partout sur notre globe, ce n'est pas vrai. Il y a déjà la régionalisation, au moins à cette échelle-là. Peut-être qu'elles n'ont jamais convergé, en fait, ou divergé. Alors, pour l'évolution des espèces, il y a toujours un ancêtre commun. Alors, l'idée la plus simple, c'est une séparation par la géographie. Et là, les espèces divergent. Elles peuvent plus tard, d'un point de vue des adaptations, avoir des adaptations communes entre les deux côtés, qui pourraient correspondre à une convergence adaptative. Mais en fait, les espèces divergent toujours. D'un point de vue génétique, on part de quelque chose d'homogène génétiquement, et puis ça devient de plus en plus dissimilaire. Ça répond à la question? Donc voilà, donc à l'échelle, si l'idée, la perception originale qu'on avait, c'était que la faune hydrothermale était la même partout dans le monde, où qu'on regarde, pardon, c'est pas le cas. Alors, on trouve en effet des moules hydrothermales ici, là, là et là, mais à chaque fois, ce sont des espèces différentes. D'accord ? Donc il y a vraiment une régionalisation des espèces, au minimum. Donc, c'est important parce que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des sulfures et des métaux qui précipitaient pour former les cheminées. Donc on va essayer sans le pointeur, on va voir ce que ça donne. Hop, je suis là. Donc là on vole autour d'un groupe de cheminées, et ces cheminées elles sont actives, et puis au bout d'un moment, ça a l'air de marcher, hein. Au bout d'un moment, en fait, le fluide peut être interrompu par un tremblement de terre, ou simplement parce que ça finit par se colmater. Et donc une cheminée va mourir, entre guillemets, donc il n'y aura plus de fluide qui en sortira. Avec le temps, ces cheminées peuvent se casser, tomber, une nouvelle cheminée pourra ressortir au même endroit ou un peu plus loin. À force, comme ça, on arrive à accumuler des vieilles cheminées. Évidemment, c'est beaucoup mieux quand ça tourne. De cette façon, on arrive à accumuler beaucoup de cheminées et on forme ce qu'on appelle des dépôts de sulfure polymétallique. Alors là, ça ne parle pas forcément à beaucoup de gens, mais quand vous dites ça aux compagnies minières, tout de suite, ça les intéresse. Alors, ça n'a pas l'air très grand comme ça, mais en fait, sur le temps, on peut accumuler des dépôts, des sulfures polymétalliques sur une très grande épaisseur, sur un relativement large diamètre. Donc ici, par exemple, ça a été un mont de sulfure qui avait été découvert sur la dorsale du Pacifique oriental.
qui fait environ 70 mètres de haut par 200 mètres de large. Et ça, c'est un dépôt très important. Il faut savoir, par exemple, que quand on fait de l'exploitation minière sur notre planète, quand on va chercher du cuivre, les mines de cuivre les plus intéressantes sont d'anciennes sources hydrothermales, ou d'anciens monts de sulfure hydrothermaux. Donc la très grande mine qu'il y a notamment à Chypre est un ancien site hydrothermal. Et donc il y a de fortes concentrations en cuivre, et donc ça intéresse beaucoup les compagnies minières. Il se trouve que tout ce qui était au-dessus de la surface de l'eau jusqu'à maintenant, on a déjà tapé dedans. Le cuivre, ça reste très intéressant. Et donc, ils se sont dit, peut-être que c'est une bonne chose. Alors, vous inquiétez pas pour tous ces chiffres. Il y a des gens, alors c'est des scientifiques qui ont fait de la recherche pour savoir ce qu'on trouvait comme métaux dans les monts de sulfure polymétallique. Alors, ces métaux, il y en a beaucoup, et en fait, les métaux qui intéressent les compagnies minières sont le cuivre, le fer, mais bon, ça on en trouve pas mal, donc c'est pas un gros problème. Le zinc, par contre, c'est intéressant, le plomb, l'argent, le cobalt, l'or. Le fluide hydrothermal, en fait, selon les endroits, sort chargé avec plus ou moins de ces métaux. Alors, on parle aussi assez souvent d'éléments rares, de terres rares. Il y en a aussi, pas en quantité forcément super intéressante pour l'exploitation minière, mais rien que ça, et les concentrations qu'on trouve dans les sulfures polymétalliques intéressent beaucoup les compagnies minières. Alors les compagnies minières, c'est nous aussi, donc c'est nos besoins qui font qu'elles trouvent que ça devient intéressant. Et donc, ils ont commencé à acheter ou à demander des permis d'exploration dans un premier temps. Alors quand je dis ils, c'est les grandes compagnies minières, mais c'est aussi la France. Alors, quand on est dans les eaux internationales, il y a un organisme qui s'appelle l'International Seabed Authority, donc l'autorité internationale pour les fonds marins, et qui donne les permis pour faire au moins de l'exploration au départ, et plus tard de l'exploitation si c'est intéressant pour les compagnies minières. Donc cette autorité n'a à dire quoi que ce soit que dans les eaux internationales, qui sont ici en bleu foncé. Donc par exemple la France a un permis d'exploration pour la dorsale médio-atlantique à peu près ici. Donc on a une certaine responsabilité vis-à-vis de ça. Avec le permis d'exploration, il faut faire une activité d'exploration, bien sûr, et puis rendre des rapports sur ce qu'on fait. Et puis, en fait, si vous regardez, donc il y a le même type de carte avec encore une fois en bleu foncé les eaux internationales, et en bleu clair les eaux qui appartiennent à des pays. Quand on regarde ici, donc sur la dorsale médio-atlantique, par exemple, on est beaucoup dans les eaux internationales, donc c'est là que nous, la France, avons un permis. Dans le Pacifique Ouest, c'est une autre affaire. Il y a beaucoup d'îles et de petites nations qui ont dans leur zone exclusive économique des sources hydrothermales. Alors, on a un petit zoom ici sur le Pacifique Ouest. Donc, on est dans le Pacifique Ouest. Alors, il y a des noms qui font un petit peu rêver, je l'admets. Nous, ce qui nous concerne, pour la France, il y a la Nouvelle-Calédonie qui est ici, pour vous repérer. Donc voilà, la Polynésie française est ici. Et puis, il y a différentes petites nations. Alors là, il y a le royaume de Tonga, par exemple. Ici, il y a Fidji. Et ici, on a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je reviendrai sur ces noms-là tout à l'heure, donc c'est pour ça que je les mentionne. Donc, Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas une petite nation, mais a des moyens économiques relativement limités. Donc, on a ici des pays qui ont bien sûr souveraineté sur leurs eaux territoriales. Et quand ils sont abordés par les compagnies minières qui leur disent « on aimerait bien venir explorer dans un premier temps, puis exploiter chez vous », il y a une incitation économique qui n'est vraiment pas négligeable pour des petites économies comme ça. Donc, en l'occurrence, il y a un permis d'exploration ici, qui a été émis par Tonga pour une compagnie minière,
qui est un permis d'exploitation. Maintenant, on est là, ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça s'appelle le bassin de Manus. Alors, cette compagnie, elle s'appelle Nautilus, c'est un très joli nom. Voilà, donc il y a ici des vues d'artistes de la façon dont les choses se mettent en place. Donc, vues d'artistes, des engins qui vont aller broyer de la roche sous l'eau. Alors l'idée, c'est qu'on ne va pas s'amuser à remonter des gros morceaux de roche, c'est pas pratique. Donc, on a les engins qui vont au fond, donc soit qui raclent le fond, soit qui attaquent les monts sulfures. Pour les broyer, c'est envoyé vers la surface, où il y a un bateau-usine. Ce bateau-usine, il va filtrer tout ce qui est remonté, garder toutes les grosses particules, et tout ce qui est plus petit que 100 microns sera renvoyé vers le fond. Alors on ne le voit pas sur ce magnifique dessin, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais c'est renvoyé vers le fond et c'est relargué à peu près à 100 mètres au-dessus du fond. Donc la première chose qu'ils voulaient faire au début, c'était tous ces résidus, en fait, le larguer à la surface et puis le laisser sédimenter. Voilà. Sauf que, un, ça se voit, ça fait pas classe, et deux, relarguer des minéraux dont on sait qu'ils contiennent notamment des métaux lourds, à un endroit où on va ensuite aller pêcher pour pouvoir se nourrir, c'était pas non plus très bien perçu. Donc, il y a cette approche qui est de relarguer à proximité du fond ces petites particules. Donc, voilà. Donc ça, c'est la vue d'artiste, toujours très beau, très propre. Faut savoir qu'ils sont bien avancés, donc ils ont construit les engins pour aller au fond. Ils existent déjà. Donc pour vous donner une idée de l'échelle, ça c'est des humains, là, les deux en jaune, là. Voilà, donc ce sont des très gros engins, mais c'est normal, hein, il faut quelque chose de costaud quand même pour aller faire ce genre d'opération. Donc voilà, là on voit mieux les humains dans l'histoire. Et donc il y a un gros investissement qui a été fait, et cet investissement il a été partagé par la compagnie minière, donc Nautilus en l'occurrence, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire que Nautilus a voulu que la Papouasie-Nouvelle-Guinée investisse aussi dans ces engins et dans le début de l'exploitation à hauteur de 30%. Donc la Papouasie, qui n'est pas très riche, a investi beaucoup, et en fait, on n'est pas sûr que du coup, ils fassent très attention, ils veulent au moins un retour sur investissement, donc c'est pas évident que leur décision soit complètement impartiale par rapport aux dégâts que ça peut faire. Donc, les dégâts que ça peut faire. Donc il y a eu beaucoup d'études maintenant qui ont été faites sur ça. Donc, alors en milieu profond, il y aura aussi des nodules. Vous avez peut-être entendu parler des nodules polymétalliques, c'est aussi là-dedans. Et puis il y a des croûtes qui sont riches en cobalt, qui sont sur les monts sous-marins, qui sont aussi d'un intérêt pour les compagnies minières. Et pour l'instant, le plus simple, parce que les sources hydrothermales sont relativement peu profondes. Dans le bassin de Manus, où ça va commencer, elles sont à 1200 mètres de profondeur. Par rapport aux nodules qu'on va trouver entre 4000 et 6000 mètres, c'est un autre challenge technologique ici. Donc ça va commencer sur les sources hydrothermales. Donc comme je vous avais dit, c'est envoyé vers le haut, c'est broyé, c'est envoyé vers le haut. Il y a des bateaux qui vont transporter ce minerai brut. Et généralement, c'est transporté vers les pays qui ne sont pas les pays en voie de développement du coin. Donc il n'y a pas non plus de valorisation du minerai localement. Voilà, donc c'est envoyé vers d'autres pays pour être valorisé et produire des métaux à forte valeur. Donc il y a quand même des impacts qui sont reconnus par tous, y compris les compagnies minières. Hein, voilà. Donc bien sûr, en éliminant les sources hydrothermales, alors ils disent qu'ils ne vont pas s'attaquer à quelque chose qui est actif, mais bon, finalement peut-être qu'ils vont le faire quand même. Donc perte de substrat et d'habitat pour les espèces dont on a parlé tout à l'heure, qui, je vous rappelle, ne sont trouvées que au niveau des sources hydrothermales. On a des nuages de sédiments qui vont être émis, et là, ils vous disent, on a un petit retour de la théorie azoïque, en disant, de toute façon, à cette profondeur-là, il n'y a rien d'autre qui vit. Voilà. En l'occurrence, on l'avait vu tout à l'heure, il y a des filtreurs, il y a des organismes qui se nourrissent du sédiment, etc., etc. Alors ces organismes qui se nourrissent de particules en suspension dans l'eau et de sédiments, il y a de bonnes chances qu'ils ne survivent pas à un ensevelissement par des quantités importantes
de sédiments qui vont être relargués. Bon, c'est une chose. S'ils y survivent, on ne connaît pas vraiment leur connexion non plus au reste de la chaîne alimentaire. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des métaux lourds dans une chaîne alimentaire qui va aller s'étendre bien au-delà de la source qui est exploitée? On n'en est pas sûr. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Alors, sans parler de... Bon, il y aura de la lumière en permanence, mais il faut qu'ils voient quand même ce qu'ils broient. Donc c'est des organismes qui, vivant tout le temps dans l'obscurité, vont être exposés à la lumière en permanence. Bruit, vibration, etc. etc. Donc voilà, donc tout ça, c'est connu, c'est reconnu par les compagnies minières. Il y en a certaines Nautilus, qui a financé de la recherche pour regarder un petit peu quand même, alors pas forcément sur ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas encore commencé l'exploitation, mais sur le caractère unique de la faune et ce genre de choses-là, financé par une compagnie minière, qui elle non plus n'est pas complètement sans intérêt dans les résultats. Et donc, une des choses qu'ils nous disent, ces compagnies minières, c'est ne vous inquiétez surtout pas, les sources hydrothermales, ce sont des environnements éphémères et donc la faune est habituée à récupérer. Donc on va détruire à un endroit, pas sur une très grande surface, on va détruire à un endroit, puis on ira détruire après à côté et on sait qu'à côté ça va récupérer sans problème. Alors pourquoi ils disent ça? Oui, donc c'est la perte de substrat qui nous concerne dans l'histoire. Pourquoi ils nous disent ça? Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans le Pacifique oriental, aux endroits où ont été découvertes les sources hydrothermales vers le début. Et en effet, en 1991, il y a eu une éruption qui a complètement détruit toute une zone de sources hydrothermales. Et ça a permis aux scientifiques de suivre la récupération des sites. Au cours des années, vous voyez qu'en 2 ans déjà, ça commence à ressembler à ce qu'on avait avant que ce soit détruit, par une éruption en l'occurrence. Donc là, en l'espace de 3-4 ans, ça redevient vraiment comme ce qu'on connaissait avant. Donc on n'est pas trop inquiet, et les compagnies minières nous encouragent de ne pas nous inquiéter, en disant, vous voyez, ça arrive tout le temps, la faune est adaptée à être éliminée à un endroit et récupérée après coup. Donc, en se basant sur nos connaissances, c'est pas faux. Sauf que nos connaissances, elles viennent d'un seul endroit. Là. D'un seul événement, pardon, 2 événements maintenant, à cet endroit-là. Donc on a des animaux qui ont certes l'habitude de récupérer à ces endroits-là, mais je vous rappelle qu'on a une régionalisation, on n'a pas les mêmes espèces à cet endroit-là que dans le Pacifique Ouest, que sur la dorsale médio-atlantique. Donc, attention, on a des grosses lacunes dans nos connaissances. Ce qu'on peut regarder par exemple ici, c'est que le site que je vous présentais est ici en orange, c'est un site dont l'écartement des plaques est très rapide, avec donc des éruptions et des éliminations de sites rapides, tous les 10 ans à peu près, cet ordre de grandeur pour les fréquences. Mais pour la dorsale médio-atlantique, c'est une autre histoire. On connaît des sites qui ont probablement été stables depuis au moins 500 ans, voire 5000 ans. Est-ce que la faune à cet endroit-là est capable de récupérer tout aussi vite que celle du Pacifique oriental? On n'en est pas sûr. Quand on est dans le Pacifique Ouest, ici, c'est un système qui est assez complexe. On a à la fois des trucs très lents et des trucs très rapides. On ne sait pas exactement comment la faune peut récupérer après une perturbation majeure. Donc je vous rappelle qu'on a une certaine régionalisation de la faune. Donc on voit un joli groupe rouge comme ça, c'est très bien. Donc ça veut dire simplement qu'on, dans l'ensemble, on retrouve les mêmes espèces ici, là, là, là. Donc on se dit, il n'y a pas de problème, si on élimine des sources hydrothermales ici par exemple, il y a les autres à côté, et donc on ne perd pas non plus de biodiversité. Sauf que là on regarde à une échelle relativement grande. Les gens qui ont fait cette étude, en fait, ils ont regardé à un niveau de détermination des groupes, on n'est pas allé jusqu'à l'espèce. Ça, c'est un niveau plus haut. Donc dans l'ensemble, on trouve des espèces qui se ressemblent ici et là, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes espèces. Et donc, il faut vraiment aller regarder s'il n'y a pas des différences à une échelle plus fine. En particulier dans le Pacifique Ouest. Donc, c'est maintenant l'occasion pour moi de vous parler de la campagne qu'on va faire. Donc, il y a beaucoup de lacunes dans nos connaissances. Donc, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas, on ne va pas passer beaucoup plus de temps à ça, mais après, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. C'est une campagne qui démarre dans 10 jours. S'appelle Chubacarc. Elle va se passer dans le Pacifique Ouest. On part de la Nouvelle-Calédonie
Et en tout, on va passer 72 jours en mer. Donc c'est une très grosse campagne. C'est un gros investissement de la part de la France, de façon générale. Donc de nous tous, qui payons des impôts. Voilà, donc c'est un gros investissement. On va passer 72 jours en mer, on va visiter 5 bassins. Et donc on va faire ça en deux morceaux. On va faire une quarantaine de jours pour faire ce grand tour ici. Et puis 32 jours ou 33 jours pour faire ce morceau ici. Et donc on va faire ce qu'on appelle un échantillonnage hiérarchique, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment à quelle échelle il faut regarder les choses pour pouvoir tirer de bonnes conclusions. Quand je vous ai dit les points rouges, là on sait que c'est grossièrement à peu près la même chose, mais on sait que c'est déjà pas les mêmes espèces. Est-ce que même quand on regarde encore plus finement, quand on regarde entre tous ces bassins-là, à l'intérieur des bassins, sur chaque bassin, entre deux sites hydrothermaux, est-ce qu'on a les mêmes espèces ou pas? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre pour savoir à quelle échelle il faut réfléchir. Est-ce que quand une compagnie minière nous dit « il n'y a pas de problème, j'élimine ce site-là, mais je ne touche pas ceux d'autour, donc ça va récupérer sans problème », est-ce qu'en faisant ça, on ne va pas éliminer en fait une espèce qui est unique à un endroit? On n'en a encore aucune idée. Donc cette recherche, ça va faire appel à de la géologie, de la géochimie, de l'écologie, on va faire un inventaire de biodiversité, et puis on va faire de la génétique très fine, justement pour aller regarder si, quand on regarde une cheminée, est-ce qu'on n'a pas une population qui a une identité génétique très particulière? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Simplement parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de tous ces organismes. On dit toujours, il faut protéger la forêt tropicale, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il y aura des médicaments, c'est notre future pharmacie. On a exactement la même chose ici. De toute façon, on n'a pas d'inventaire des espèces qui sont présentes. On n'a pas d'état zéro encore à l'heure actuelle. On a eu quelques missions qui se sont intéressées à ça. Donc voilà, donc c'est le type de recherche qu'on fait. Donc on va faire. Alors pour information, si vous voulez continuer à suivre ce genre d'aventure, il y a de la communication qui est organisée par la station biologique de Roscoff, et ce sera par l'intermédiaire de Facebook. Le muséum organise une grande exposition qui dure jusqu'au mois de janvier 2020, si mes souvenirs sont bons. Si vous avez l'occasion de passer sur Paris, c'est une très belle exposition. Et au cours de cette exposition, on fera des visioconférences pendant la campagne pour discuter avec des gens sur Paris pendant que nous, on sera sur le bateau. Donc voilà, il y a d'autres actions de communication qui seront faites pendant la campagne. Donc pour conclure, en fait, les sources hydrothermales, c'est un environnement qui est vraiment très original. On les a découvertes qui a un peu plus de 40 ans, hein, c'était 77. On est loin d'avoir eu le temps de tout comprendre et de tout savoir. On est en milieu profond, c'est vraiment un accès très difficile. Et cet accès difficile fait qu'il n'y a pas autant d'études qu'on pourrait avoir sur un environnement plus accessible, moins profond. La faune, on le sait déjà, est unique. Elle est encore assez peu étudiée. Je vous ai dit qu'on connaît beaucoup de choses sur la symbiose, des choses comme ça, et c'est vraiment sur quelques espèces qui sont généralement sur des sites qui sont étudiés depuis très longtemps. On a quand même beaucoup de lacunes dans nos connaissances, et ça a des implications sur l'exploitation minière qui va se mettre en place. Alors, il ne faut pas se leurrer, encore une fois, c'est des nations qui n'ont pas trop les moyens de dire non aux compagnies minières. Par contre, il faut qu'ils soient informés sur les risques pour leur richesse en biodiversité, et non plus en minerais. Minerai qui n'est pas renouvelable, hein, c'est dommage quand même pour une ressource. En tout cas, pour une nation, de lancer complètement là-dedans, une fois que le minerai sera éliminé, qu'est-ce qui se passera? On ne sait pas. Par contre, les ressources biologiques sont importantes pour ces nations-là, et donc il faut y faire attention. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai mis ici, si vous voulez lire un peu plus sur les sources hydrothermales et leurs découvertes, il y avait un livre de Lucien Lobier, qui est maintenant décédé, qui s'appelle Ténèbres Océanes, et qui reprend un petit peu cette histoire, si vous voulez lire un petit peu plus loin. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Oui, pardon, il y a monsieur Levet. Oui. Là, vous avez parlé de sources hydrothermales sur les dorsales. Oui. Est-ce qu'il existe auprès des points chauds? Alors, sur les points chauds, c'est des volcans, c'est ceux qu'on voyait sous forme de losanges au milieu des plaques océaniques. Donc, il y a aussi des sources hydrothermales, en effet, au niveau de ces points chauds, avec une faune qui lui est particulière, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup de la faune hydrothermale, je dirais, de dorsale classique. Mais en effet, il y a aussi des sources hydrothermales sur des volcans, et d'ailleurs des volcans
même plus proche des sources, pardon, des dorsales, juste quelques kilomètres, on a des trucs particuliers sur les volcans. Ouais. Parce que comme ces points chauds se déplacent, est-ce que vous ne pouvez pas suivre l'évolution de la faune, c'est l'évolution de la faune, avec l'évolution des points chauds? Alors, ils se déplacent sur des aires géologiques. Donc, l'évolution n'est pas assez rapide pour qu'on puisse l'observer et tirer des conclusions de ces observations. Donc, on les a découvertes il y a encore moins longtemps que les sources hydrothermales sur les dorsales. Mais du coup, on n'a pas du tout de recul sur ça. Mais c'est a priori plus stable que le système du Pacifique oriental. Il y avait une question tout à l'heure. Oui. Peut-être que je l'ai raté, mais j'aurais voulu peut-être que vous nous disiez quelles sont les filières en fait qui sont... Quelles sont les filières qui sont en fait, qui permettent d'utiliser les minerais qui sont utilisés là, qui font l'objet de tant d'intérêt par les compagnies minières, et finalement est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de freiner le besoin en ayant un impact sur nos consommations? Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les minerais qui sont extraits sont en très grande demande en ce moment, en particulier le cuivre. Donc là, c'est tout ce qui est électrique de façon générale. L'or, ça va dans nos téléphones portables. Donc, comment est-ce qu'on peut freiner ça? Avant tout, recyclage. Réutiliser ce qu'on a déjà extrait, ce qu'on a déjà utilisé, mais il y a une demande qui est croissante de toute façon, donc même le recyclage ne suffira pas. Donc on sait très bien qu'ils iront pour faire l'exploitation, simplement, d'un point de vue économique. Jusqu'à maintenant, c'était pas très intéressant. Maintenant, ça le devient. On parle quand même d'aller chercher des astéroïdes, où là, ce serait aussi intéressant économiquement, peut-être. Donc, l'intérêt économique est là, et notre société continuant à se développer, malheureusement, même si on recycle tout ce qu'on a déjà, il y aura encore de la demande. Oui. Donc ça veut dire que concrètement, quand on consomme 1 kWh électrique produit avec de l'éolien, ou qu'on achète un véhicule électrique avec une batterie avec du cuivre dedans, ou du lithium ou du cadmium, en fait, il faut qu'on se pose aussi la question de l'impact de notre choix de consommation sur les fonds marins. Absolument, absolument. Ça va au-delà des fonds marins, mais bientôt ça atteindra aussi la question des fonds marins, absolument. Monsieur. Est-ce que l'exploitation industrielle, tant des gisements que des nodules polymétalliques, a commencé? Alors, ça fait plusieurs années qu'on nous dit que c'est sur le point de commencer dans le bassin de Manus. Il y a bien sûr beaucoup de communication autour de ça, parce que les investisseurs investissent pour des choses qui ont l'air d'arriver bientôt et de promettre bientôt. Là, on est en contact avec la compagnie Nautilus, quand même, qui nous fournissent plein d'informations. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils communiquent beaucoup. Et ils nous ont dit que ça devrait commencer soit à la fin 2019, soit début 2020, pour l'exploitation, vraiment. Et ce sera le premier endroit dans le monde qu'ils le font. Les nodules, on n'en est pas encore là. Les nodules, ça prendra encore plus de temps, à cause de la profondeur principalement. C'est encore un challenge technique. Ils ne sont pas sûrs que ce soit un modèle économique viable pour une entreprise, une compagnie minière. Alors, il faut savoir aussi que la rentabilité a été calculée avec des concentrations comme celles que je vous ai montrées dans les minerais polymétalliques. Ces concentrations ont été mesurées dans les 20 premiers centimètres des monts sous-marins. Et en fait, j'ai un collègue qui est spécialiste de ces questions-là, en géochimie, qui m'a dit « mais en fait, ils vont vite déchanter parce que la concentration dans les 20 premiers centimètres n'a rien à voir avec la concentration qui est en dessous dans les 70 mètres restants. En fait, avec le flux hydrothermal qui passe à travers tout ce dépôt de minerais de sulfure polymétallique, il semblerait qu'il remonopolise des ions, des métaux, et que ces métaux vont reprécipiter près de la surface. Donc lui, qui connaît quand même bien le domaine, parie que en fait, ça va être une catastrophe économique pour les compagnies minières et qu'ils vont arrêter. Jusqu'à ce que ça devienne économiquement intéressant, bien sûr. Dans le même ordre d'idée, pourquoi on n'imposerait pas à ces compagnies minières de ne pas recracher vers le bas ce qu'ils ont extrait pour
les animaux. Alors, ils ont... on peut essayer de leur imposer, mais je doute qu'ils puissent gérer ça. En fait, les particules, quand elles atteignent cette taille-là, sont difficilement séparables de l'eau. Et donc, ils devront transporter de très grosses quantités d'eau avec très peu de particules, ce qui fait qu'économiquement, c'est pas intéressant pour eux. Encore une fois, on est dans les eaux territoriales de pays qui n'ont pas les moyens de faire ce genre d'études, c'est pour ça que d'autres pays le font, et qui n'ont pas trop les moyens de dire non aux compagnies minières aussi. Ils recherchent les filtres. Oui, non mais alors, autant dans les eaux internationales qui sont gérées par le système international, moi je pense qu'il y a des choses qui pourraient être imposées. Je ne suis pas persuadé que les pays choisiront d'imposer ça. Voilà. Bonjour. Les animaux qui vivent dans ces environnements, oui. Est-ce qu'on peut les ramener en laboratoire, leur reconstituer leur environnement pour les étudier dans le temps du finement? Alors, il y a une dépendance vis-à-vis de la source hydrothermale en elle-même qui fait que ça rend les choses difficiles. Il y a ça. Et il y a la pression. Alors, les aquariums sous pression, on sait faire maintenant, ça existe. On en a un laboratoire ici, hein, donc voilà. On peut les garder sous pression. Il faut ensuite pouvoir les nourrir avec la nourriture qui leur convient, de façon à avoir de la reproduction et pouvoir les maintenir. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut faire, uniquement, c'est les remonter à bord des bateaux. On les remet sous pression en aquarium. C'est difficile de les garder sous pression tout le temps. On les remet sous pression en aquarium. On peut les étudier à bord sur une durée relativement courte. C'est ce qu'on va faire pendant la campagne. Mais sur des durées plus longues, ça devient vraiment très compliqué. Alors il y a une petite exception. Il y a quelque chose d'assez démonstratif. À Brest, si vous connaissez Oceanopolis, c'est un grand aquarium public à Brest. Ils ont ce qu'ils appellent l'Abyss Box. C'est un aquarium sous pression où ils ont des crevettes et des crabes qu'on a ramenés des sources hydrothermales de la dorsale médio-atlantique, et des profondeurs relativement limitées, et donc c'est seulement 1700 mètres. 1700 mètres, ça veut dire des aquariums qui soient à 170 bars de pression. Donc il y a eu un petit challenge technique pour pouvoir les nourrir. Et là, les crabes, c'est relativement aisé parce que eux ne sont que prédateurs, consommateurs de matière organique qu'on leur donne. Donc ça, c'était relativement aisé. Mais pour les moules, par exemple, elles dépendent beaucoup du fluide hydrothermal. Pour le grand ver dont on parlait, Riftia, si on enlève la source de sulfure et d'oxygène, c'est fini, ils ne pourront pas survivre, en tout cas pas longtemps. Donc il y a des difficultés techniques qu'on rencontre. On arrive à les contourner pour certains trucs, mais pas pour d'autres. Oui. Est-ce qu'on connaît l'origine des organismes hydrothermaux, le lien avec les organismes de surface au niveau évolutif? Et je sais qu'il y a eu des théories, je ne connais pas grand-chose, hein, mais d'exobiologie, comme quoi la vie aurait pu apparaître dans le fond des océans. C'est quoi aujourd'hui l'état de la connaissance sur ces questions? Alors, il se trouve que quand on s'interroge sur l'origine de la vie, de façon générale, on envisage un environnement dont les conditions ressemblent beaucoup à celles qu'on rencontre au niveau des sources hydrothermales. Il y a eu des études qui ont été faites récemment où on arrive à synthétiser de façon abiotique, donc sans du tout faire intervenir la vie, on arrive à synthétiser des molécules simples comme des acides aminés et parfois un petit peu de morceaux qui peuvent servir à faire de l'ADN derrière. Donc, dans ces conditions-là, on peut synthétiser en très petite quantité ce genre de molécules. Donc, il n'est pas impossible que la vie, à l'origine, soit apparue dans un environnement comme ça. Bon, ça n'arrive plus parce qu'il y a une compétition de la vie qui est déjà établie, qui est telle que c'est plus possible. Par contre, donc les organismes qu'on trouve au niveau des sources hydrothermales, généralement, alors pendant un moment on se disait c'est des fossiles vivants. C'est des organismes qui sont là depuis tellement longtemps, certainement ils ont survécu à beaucoup de choses, y compris l'extinction des dinosaures. En fait, quand on fait des études génétiques, on arrive à déterminer l'âge de ces groupes d'organismes, et dans l'ensemble, ils ne sont pas plus vieux que 65 millions d'années pour les groupes d'organismes. Les sources hydrothermales existent depuis bien plus longtemps. Et avant cette période-là, donc ce qu'on retrouve dans les registres fossiles, ce sont des sources hydrothermales, on les reconnaît bien, il n'y a pas de problème, mais les organismes qui les habitaient avant cette période-là sont différents. C'était un autre groupe d'organismes, donc avec coquilles, donc on a pu voir des fossiles, mais c'était un autre groupe d'organismes. Donc dans l'ensemble, ils sont relativement récents dans l'histoire évolutive de la vie sur notre planète, mais
Donc pas beaucoup plus vieux que 65, on va dire 100 millions d'années, grand maximum. Voilà. Là, concernant les compagnies minières, ils regardent au niveau local, essentiellement pour voir l'impact sur la faune. Maintenant, avec la pollution sonore qui va en résulter, qu'en est-il concernant les baleines, les requins, tout ça? Et ça peut être à plusieurs milliers de kilomètres. Il n'y a eu aucune étude sur le potentiel et les risques associés au bruit et à la lumière pour l'instant. Nous, quand on descend, bien sûr, on ne descend pas dans l'obscurité pour aller étudier ces organismes, donc on expose les organismes à de la lumière. Par rapport à ce qu'eux feront, c'est très temporaire. Mais il est évident que, de toute façon, nous, scientifiques, on a déjà un impact sur les écosystèmes qu'on étudie. On essaye de minimiser cet impact, sachant qu'on évalue toujours un coût-bénéfice dans l'histoire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller échantillonner cet endroit-là, alors qu'on pourrait, il n'y a que 3 animaux, et si on les prend, peut-être qu'on va éliminer quelque chose qui est unique génétiquement. Donc il y a toujours ce genre de réflexion-là. On échantillonne que ce dont on a besoin. Une fois que nous, on aura pris nos échantillons pour faire la génétique, il en restera certainement en très grande quantité, parce que les petites patelles, par exemple, elles peuvent être présentes par centaines. Donc ces organismes-là, en fait, ils seront gardés dans l'alcool et mis dans des collections au muséum pour pouvoir servir aux chercheurs dans le futur, ça peut être dans 100 ans, pour pouvoir les étudier. Donc on ne jette rien par-dessus bord, bien sûr. Tout organisme qu'on va tuer pour les besoins de nos recherches seront catalogués, enregistrés et gardés pour la postérité si nécessaire. Parce que les crevettes des hauts fonds, ils ont des liens avec les crevettes à nous, des liens en termes de plate. Alors c'est une lignée très particulière qui occupe les sources hydrothermales. On n'arrive pas encore bien à la dater, probablement pas plus que 50 millions d'années. Donc ça ressemble pas mal à des crevettes qu'on a ici, sauf que les yeux ont été réduits en taille, sont atrophiés. Ils deviennent inutiles dans l'histoire. Mais les larves de ces crevettes-là, qui passent du temps, eux, dans la colonne d'eau, ont encore des yeux et une certaine fonctionnalité de ces yeux. Donc ça ressemble beaucoup, mais il y a des adaptations spécifiques aux sources hydrothermales. Oui, une dernière question pour moi. Est-ce que vous travaillez sur les organismes de la méiofaune? Alors moi non. Par contre, j'ai des collègues qui le font, et il se trouve qu'il y a aussi des espèces qui sont spécifiquement associées aux sources hydrothermales. Donc j'ai une collègue notamment à l'Ifremer, mais aussi en Autriche. Donc c'est tout un pan de recherche qui se met en place sur ces organismes-là. Alors les organismes de la méiofaune, c'est des organismes qui sont vraiment très petits, typiquement en dessous de 1 mm, et qui vivent dans le sédiment. Et il y a toute une part de la biodiversité, bien sûr, qui se trouve à cette échelle-là. Et donc ça a été pas passé sous silence, mais c'était pas l'intérêt principal. Quand vous avez un ver qui fait 1,50 m de long sur 5 cm, les gens ont tendance à d'abord travailler sur les grosses bestioles, qui sont très emblématiques, ça fait sexy, on prend des photos, alors que quand on travaille sur le méiofaune, on a un petit peu plus de mal à capter l'attention des gens. Mais ça reste un compartiment qui est très intéressant et sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Je voulais juste avoir une précision sur la composition d'une mission telle que vous l'avez décrite, et est-ce que cette mission est internationale? Alors, sur le bateau, donc c'est un bateau qui fait 87 mètres, la Talente. On sera une vingtaine de scientifiques sur chaque leg. Il y a une dizaine de personnes pour opérer, réparer, entretenir le ROV qu'on utilisera, le robot qu'on utilisera. Donc là, disons, ce contingent-là, ça fait déjà une trentaine de personnes. Et il y a bien sûr l'équipage du bateau aussi. Donc l'équipage du bateau, c'est 35 personnes à peu près. Donc bien sûr, on embarque de la nourriture pour 45 jours, on a cuisinier à bord pour s'occuper de tout ça. Donc c'est un équipage assez important. Au niveau international, sur cette mission, on n'a pas de participants internationaux. On avait invité des collègues, s'ils le voulaient, à participer. Et il se trouve que cette mission, on l'avait demandée et obtenue il y a maintenant 5 ans. Elle a pris très longtemps à être programmée. Donc c'est pas forcément facile de garder les mêmes personnes au début et à la fin. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de collègues internationaux, à part des observateurs des pays dans les eaux desquels on sera. Donc il y aura un observateur papou quand on sera du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de l'autre côté on aura un observateur fidjien et un tongien.
question. Je voulais revenir là sur les espèces qui sont près des sources chaudes et se poser la question de savoir si les origines de la vie ont d'abord été par chimiosynthèse plus que par photosynthèse. D'autre part, autant que je me souvienne, dans les vers qui vivent près de ces sources, où il y a une symbiose bactérie avec les bactéries, ces vers, semble-t-il, ont de l'hémoglobine, et ces bactéries, la structure de ces bactéries ressemble à la structure des mitochondries que l'on retrouve dans les cellules chez nous, par exemple. Alors, deux très bonnes questions. Alors, pour l'origine de la vie, on ne se rend pas compte comme ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement stable, mais notre planète, au début, n'avait pas d'oxygène libre dans l'atmosphère. Donc, l'origine de la vie était forcément complètement anoxique au début. Et donc, les bactéries qui font de la chimiosynthèse pouvaient en faire quand même, parce qu'elles peuvent utiliser autre chose que de l'oxygène pour faire de la chimiosynthèse. Donc, elles peuvent utiliser, par exemple, les nitrites, les nitrates, pour oxyder les composés réduits. Donc, il est tout à fait envisageable que les bactéries, enfin à l'origine de la vie, probablement des bactéries, étaient capables d'utiliser, de faire de la chimiosynthèse comme ça au début. Alors, après, en ce qui concerne Riftia et les bactéries qu'il contient, il y a une théorie qui a été émise, qui s'appelle l'endosymbiose, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, dans nos cellules, on a des organelles, des petites choses qui s'appellent des mitochondries, et ces organelles sont là pour produire de l'énergie pour le fonctionnement du reste de la cellule. Et en fait, il y a une théorie dite de l'endosymbiose qui dit que très probablement, ces organelles étaient à l'origine des bactéries libres. Elles ont été incorporées dans une cellule, qui est devenue une cellule eucaryote, avec un noyau, qui éventuellement est arrivé jusqu'aux organismes animaux qu'on trouve de nos jours et les plantes. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne Riftia, il se trouve qu'il acquiert ces bactéries à chaque génération. Donc la larve qui est mise dans l'eau ne contient pas de bactéries. Elle a en fait un tube digestif, une bouche, un anus, comme toute larve de grand ver, ou de ver de façon générale. Et au cours de son développement, il y a des bactéries qui vont être acquises de l'eau, intégrées dans le corps, et puis ensuite on va perdre le tube digestif. Donc, en l'occurrence, on est encore loin d'un transfert qui pourrait faire penser à de l'endosymbiose. Par contre, il y a un organisme que je n'ai pas mentionné ici, qui sont des grands bivalves, qui s'appellent les clames, et qui, eux, ont perdu un tube digestif fonctionnel. Et lorsque les ovules sont émis dans l'eau, ces ovules ils partent avec la bactérie symbiotique aussi. Donc, depuis le début, il y a la bactérie qui est associée à l'organisme et à la larve. Et là, on approche vraiment beaucoup du statut où on a vraiment une étape évolutive importante vers de l'endosymbiose. Ces bactéries, en plus, comme elles sont tout le temps associées avec ce grand bivalve, avec ces larves en tout cas, elle n'a plus besoin de tout le registre de gènes qu'elle avait au départ. Il y a une partie de son génome qui a été éliminée, et donc, d'un point de vue économique, il y a moins de grand génome à gérer, donc c'est plus intéressant économiquement. Et le fait qu'elle est tout le temps associée à ce grand bivalve fait qu'elle peut très bien survivre dans ces conditions-là. C'est des choses qu'on voit aussi dans certains insectes qui font des choses comme ça. S'il n'y a plus de questions, bien on va arrêter. Merci Stéphane.